Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien, ainsi que votre famille. Bienvenue dans le cadre de cette 6e séance du cours Introduction à l'étude du droit, un cours que je partage avec le professeur Salah Ad-Din Matouk et bien sûr qui est adressé aux étudiants de la première année, groupe 1 et 2. Alors, lors de la séance dernière, j'ai commencé les sources de la règle de droit, le chapitre relatif aux sources de la règle de droit, et on a commencé par la première partie des sources officielles, à travers lesquelles on avait vu la Constitution comme source officielle du droit positif marocain. Et la deuxième source qu'on va voir aujourd'hui, c'est la loi, ou les lois. Alors, je dois vous dire qu'au Maroc, à part le pouvoir judiciaire, tous les autres pouvoirs étaient, durant la période qui a précédé la Constitution de 1962, confondus entre les mains du chef de l'État. Or, contrairement au système traditionnel, le nouveau régime est défini par l'article 1er de la Constitution de 1962, la première Constitution marocaine, comme étant un régime de monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale. Donc, conformément à ces nouveaux principes, la première Constitution marocaine de 1962 avait posé une distinction fondamentale concernant les sources du droit. C'est la distinction du domaine de la loi et du domaine du règlement. Pour la première fois d'ailleurs, dans l'histoire du pays, la Constitution consacre et met en œuvre le principe de la séparation des pouvoirs, législatifs et exécutifs. Le pouvoir législatif est donc attribué au Parlement, alors que le pouvoir réglementaire est dévolu au gouvernement. On peut dire que tout ce que l'on vient d'évoquer a été réaffirmé par les autres constitutions. Alors, à travers ce que je viens de dire, plusieurs questions seront abordées dans ce paragraphe. D'abord, on va aborder la définition de la loi et on va se focaliser aussi par la suite sur son élaboration. Donc, premièrement, la détermination de la loi. Afin de définir la loi, on doit d'abord distinguer entre la loi et le règlement. Connaître aussi tous les types de lois que la Constitution prévoit, ainsi que leurs domaines respectifs. Donc la première des choses qu'on va voir, c'est la distinction entre la distinction de la loi et du règlement. La première constitution du royaume a subi l'influence de la constitution française de 1958. Celle-ci consacre la séparation des pouvoirs et distingue entre la loi et le règlement. Cette distinction était simple, car seul le Parlement détenait le pouvoir de légiférer. Et tous les textes étaient des lois au sens strict du terme, c'est-à-dire des actes émanant du pouvoir législatif. Quant au gouvernement, il pouvait seulement, dans le respect de la loi, édicter des décrets ou arrêtés tendant à son application. Il y avait donc une stricte hiérarchie entre la loi et ses éventuels règlements d'application. Mais, dans les faits, cette hiérarchie a souvent été bousculée. Ainsi, la Constitution a finalement partagé le pouvoir de légiférer entre le Parlement et le gouvernement en déterminant dans les articles 70 et suivants le domaine de la loi et celui du règlement. Ce partage de compétences soulève d'importantes difficultés de délimitation. Donc, il y a une question à laquelle il faudrait répondre avec plus de précision afin de pouvoir distinguer entre
la loi et le règlement? Cette question est la suivante. De qui émane la loi? De qui émane la loi? Pour répondre à cette question, on peut dire qu'au terme de l'article 70 de la Constitution, la loi est votée par le Parlement. Or, toujours selon ce même article, ce principe n'est pas absolu, car il connaît quelques exceptions prévues par la Constitution. Ainsi, la première hypothèse est prévue par l'article 70 lui-même, qui ajoute qu'une loi d'habilitation peut autoriser le gouvernement pendant un délai limité et en vue d'un objectif déterminé à prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les décrets entrent en vigueur dès leur publication, mais ils doivent être soumis dans un délai fixé par la loi d'habilitation à la ratification du Parlement. La loi d'habilitation devient caduque en cas de dissolution des deux chambres du Parlement ou de l'une d'entre elles. Donc ça, c'est l'article 70. Il s'agit donc d'une autorité, ou là, je dirais même d'une autorisation donnée par le Parlement au gouvernement, et cette autorisation est donnée au moyen d'une loi spéciale, dite loi d'habilitation. Une loi qui lui donne le pouvoir au gouvernement de légiférer dans des domaines consacrés normalement à la loi. Mais si ces décrets entrent en vigueur dès leur publication, comme on a dit tout à l'heure, ils n'échappent pas pour autant au contrôle du Parlement qui est appelé à ratifier une fois le délai fixé par la loi d'habilitation est expiré. Deuxième hypothèse, où le gouvernement peut faire des lois. Deuxième hypothèse, celle-ci émane de l'article 81 de la Constitution. À la différence de la précédente hypothèse, c'est une délégation du droit de légiférer qui joue de plein droit de façon automatique. Ainsi, selon l'article 81 de la Constitution, le gouvernement peut prendre dans l'intervalle des sessions, avec l'accord des commissions concernées des deux chambres, des décrets-lois qui doivent être, au cours de la session ordinaire suivante du Parlement, soumis à ratification de celui-ci. Cependant, même dans ce cas, le Parlement exerce son contrôle. Il existe d'autres exceptions, comme lorsque le chef de l'État va dissoudre par d'ahir les deux chambres du Parlement. Dans ce cas, c'est lui qui détient les pouvoirs, outre ceux qui lui sont dévolus par la Constitution, ceux dévolus par le Parlement en matière législative. C'est ce que dit l'article 96 de la Constitution. Maintenant, on va parler un petit peu de ce que doit être la loi. Ce que doit être la loi. La loi, comme on vient de le voir, se définit différemment, suivant qu'on se place au plan de la forme ou celui du fond. Au plan formel, la loi est un acte voté par le Parlement. Mais au plan matériel, c'est une règle générale et abstraite qui, à ce titre, doit avoir un caractère normatif. D'ailleurs, l'article 6 de la Constitution de 2011 dispose que la loi est l'expression suprême de la volonté de la nation. Tous sont tenus de s'y soumettre. Donc, la loi, au sens étroit, signifie l'ensemble des dispositions écrites adoptées par le pouvoir législatif, c'est-à-dire le Parlement en temps normal et le roi en période exceptionnelle. Toutefois, il existe plusieurs catégories de lois prévues par la Constitution. Et je pense que c'est le moment de les connaître. Plusieurs catégories de lois prévues par la Constitution, notamment la loi organique et les lois ordinaires. Commençons par les lois
organiques, al-qawanit tandimiya. Ces lois fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics prévus par la Constitution. Elles relèvent également de la compétence du Parlement et font l'objet d'une procédure particulière fixée par l'article 85 de la Constitution et sont soumises au contrôle obligatoire de la Cour constitutionnelle afin de vérifier leur conformité à la Constitution. Les lois organiques présentent de ce fait deux particularités. D'abord, ils sont adoptés sur un renvoi, un ordre d'une disposition constitutionnelle, qu'ils viennent compléter ou préciser. En conséquence, ils ne peuvent intervenir que dans certains cas bien déterminés. Prenons par exemple l'article 29 de la Constitution sur le droit de la grève, qui renvoie à une loi organique. Là, cet article dispose que le droit de grève demeure garanti. Une loi organique précisera les conditions et les formes dans lesquelles ce droit peut s'exercer. Ensuite, les lois organiques font l'objet d'une procédure particulière prévue par l'article 84 de la Constitution, c'est-à-dire une discussion 10 jours après le dépôt du projet de loi, approbation obligatoire de la Cour constitutionnelle. Ces lois sont donc issues de la Constitution. C'est pour cette raison qu'ils sont supérieurs aux lois ordinaires qui doivent leur être conformes. Maintenant, qu'en est-il des lois ordinaires? Les lois ordinaires sont des actes qui émanent du pouvoir législatif, le Parlement, à savoir le Parlement, par opposition aux décrets qui émanent du pouvoir exécutif. Ces lois ordinaires suivent un mode normal d'adoption. Il ne vient pas compléter une disposition constitutionnelle, comme le ferait une loi organique, comme on vient de le voir. Pour plus de précision, qu'en est-il du domaine des lois organiques et des lois ordinaires? C'est-à-dire, il s'agit de déterminer les matières qui sont de la compétence du pouvoir législatif. Et dans les deux cas. Commençons par le domaine de la loi organique. Comme on l'a vu tout à l'heure, les lois organiques, sont citées dans différents articles de la Constitution, qui déterminent en conséquence les cas dans lesquels ils doivent être adoptés. Dans la Constitution de 2011, les lois organiques sont au total 19 lois organiques. On trouve dans la Constitution donc une liste de 19 lois organiques. Et vous avez la loi organique sur la langue amazigh, article 5, loi organique sur le Conseil national des langues et de la culture marocaine, article 5 aussi, loi organique sur les partis politiques, article 7, loi organique réglementant le droit des citoyens de présenter des propositions en matière législative, loi organique réglementant le droit des citoyens de présenter des pétitions au pouvoir public, loi organique sur le droit de la grève, loi organique relative au conseil de régence, loi organique précisant la liste des établissements et des entreprises stratégiques, etc. Donc 19 lois organiques sur lesquelles le support écrit du cours reviendra en détail, bien entendu. Qu'en est-il du domaine de la loi ordinaire? Alors l'article 71 de la Constitution énonce, de manière, je dirais, limitative, les matières réservées à la loi. Toutes les autres sont, par voie de conséquence, du domaine réglementaire. Ainsi, on constate que les attributions du pouvoir législatif, qui est le Parlement, sont exceptionnelles par rapport aux attributions du pouvoir réglementaire. La loi n'a pas vocation générale à réglementer toute activité en tout secteur. Cependant, là où elle intervenait, les décrets et autres règlements lui devaient
un respect absolu. Malgré son caractère d'exception, la compétence législative s'étend à des matières fort étendues et importantes. Au terme de cet article, sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d'autres articles de la Constitution, nous avons les libertés et droits fondamentaux prévus par le préambule et dans d'autres articles de la présente Constitution, le statut de la famille et l'état civil, les principes et règles du système de santé, le régime des médias audiovisuels et de la presse sous toutes ses formes, l'amnistie, la nationalité et la condition des étrangers, la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, l'organisation judiciaire et la création de nouvelles catégories de juridiction, la procédure civile et la procédure pénale, le régime pénitentiaire, le statut général de la fonction publique, les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires, le statut des services et forces de maintien de l'ordre, le régime de collectivité territoriale dont les principes de délimitation de leur ressort territorial, le régime électoral des collectivités territoriales dont les principes de découpage des circonscriptions électorales, le régime fiscal et l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts, le régime juridique de l'émission de la monnaie et le statut de la banque centrale, le régime des douanes, le régime des obligations civiles et commerciales, le droit des sociétés et coopératives et des coopératives, les droits réels et les régimes de propriété immobilière publique, privée et collective, le régime des transports, le régime de travail, les relations du travail, la sécurité sociale, les accidents de travail et les maladies professionnelles, le régime des banques, des sociétés d'assurance et des mutuelles, le régime de technologie de l'information et de communication, l'urbanisme et l'aménagement du territoire, les règles relatives à la gestion de l'environnement, à la protection des ressources naturelles et au développement durable, le régime des eaux et forêts, de la pêche, la détermination des orientations et de l'organisation générale de l'enseignement, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle, la création des établissements publics et de toute autre personne morale de droit public, la nationalisation d'entreprises et le régime de privatisation. Et on peut rajouter autres les matières visées à l'alinéa précédent. Le Parlement est habilité à voter des lois cadres concernant les objectifs fondamentaux de l'activité économique, sociale, environnementale et culturelle de l'État. Donc on voit que le domaine de la loi ordinaire est un domaine extrêmement large et ce sont des attributions du Parlement qui est le pouvoir législatif au Maroc. Donc les lois de finances aussi font également partie des attributions du pouvoir législatif et constituent l'une des principales attributions du Parlement. Ainsi, l'article 75 de la Constitution dispose que le Parlement vote la loi de finances dans des conditions prévues par une loi organique. Je vous rappelle que les lois organiques relèvent également de la compétence du pouvoir législatif, ainsi que les lois d'habilitation par lesquelles le Parlement autorise le gouvernement à légiférer par décret, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, dans ce domaine réservé à la loi, figurent les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, les nationalisations d'entreprises, la détermination des infractions, ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la procédure civile, la nationalité, etc. Reste à préciser que si, à l'occasion d'une proposition de loi ou d'un amendement, c'est-à-dire modification de tout ou partie d'un texte, le Parlement empiète sur le domaine du règlement. L'article où la Constitution prévoit que le gouvernement peut s'y opposer en invoquant l'irrecevabilité. Et là, on constate que le pouvoir exécutif peut arrêter tout empiètement du Parlement sur le domaine du règlement. On ne pourra en dire autant de cas inverses, c'est-à-dire lorsque c'est le gouvernement qui empiète sur le territoire du Parlement, il le fait
par voie de règlement en toute impunité. Le Parlement voit son domaine réduit, il ne traite que des problèmes généraux, laissant toutes les voies au gouvernement de réglementer de façon plus précise. Dans le même sens, l'article 73 de la Constitution ajoute que les textes pris en forme législative peuvent être modifiés par décret après avis conforme du Conseil constitutionnel lorsqu'ils seront intervenus dans un domaine dévolu à l'exercice du pouvoir réglementaire. Et là, après ces précisions relatives à je dirais, la distinction entre les lois organiques et les lois ordinaires, on va rester maintenant avec la loi ordinaire et on va s'interroger sur la procédure d'élaboration de la loi ordinaire. Les lois qu'on applique et qu'on appelle le droit positif marocain, comment on les fait? Quelle est la procédure? Comment se présente la procédure d'élaboration de la loi? Donc, on peut dire que l'élaboration d'une loi passe par plusieurs étapes. Ce qu'on appelle, je dirais, l'initiative, qui peut prendre l'initiative de faire une loi au Maroc. Donc, on va voir ça à travers plusieurs étapes. La première étape, c'est le cas de la proposition de la loi. La proposition de la loi. Afin qu'une loi soit élaborée, il faut d'abord que l'on propose, qu'on la propose. Et l'initiative d'élaboration de la loi peut provenir soit du gouvernement, dans la personne du chef du gouvernement, soit des membres de la loi. Les textes présentés par le Premier ministre sont appelés projets de loi. Les textes présentés par le chef du gouvernement sont appelés un projet de loi. Et les textes présentés par un député parlementaire s'appellent une proposition de loi. À cet égard, l'article 62 de la Constitution ajoute que les projets de loi ne peuvent être déposés par le chef du gouvernement au bureau de l'une des deux chambres, sauf s'ils ont fait l'objet de délibération au Conseil des ministres. Pour ce qui est du Parlement, les membres composant les deux chambres ont eux aussi l'initiative, comme on a dit tout à l'heure, des lois, ainsi que l'initiative de l'amendement d'une loi. Dans le premier cas, on parle de proposition de loi. C'est-à-dire lorsque la proposition de loi est faite par un député parlementaire ou un groupe parlementaire. Et lorsque la proposition est faite par le gouvernement ou le gouvernement, on parle de projet de loi. Dans les deux cas, les membres déposent ces propositions sur le bureau de la Chambre dont ils sont membres. En revanche, malgré le fait que la loi de finances est du domaine du pouvoir législatif, la Constitution, dans son article 77, précise que les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la loi de finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. Ainsi, ces projets ou propositions sont envoyés pour examen devant des commissions, comme le prévoit l'article 80 de la Constitution. Deuxième étape, l'examen et enregistrement des projets et propositions des lois. Deuxième étape, examen et enregistrement des projets et propositions de loi. Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen devant des commissions dont l'activité se poursuit entre les sessions. Article 80 de la Constitution. Donc, il existe deux sortes de commissions au sein du Parlement. Des commissions permanentes et des commissions spéciales ou temporaires, qui ne sont créées que pour examiner un texte déterminé. Ainsi, un rapporteur est désigné afin d'entamer l'étude et l'analyse du texte soumis à la commission. Par la suite, ce dernier remet le rapport dans lequel figurent les amendements nécessaires que la commission adopte ou pas.
En dernier lieu, le texte est inscrit à l'ordre du jour de la Chambre saisie, soit la Chambre des représentants, soit la Chambre des conseillers. Et là, on arrive à la discussion et le vote de la loi. Et c'est la discussion, pour la discussion et le vote de la loi, on va la voir dans la séquence suivante, parce que ce sont des séquences dans lesquelles on est tenu par le temps. Donc, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes. Merci à tous et à toutes, et à tout de suite. Merci.